J'estime qu'en fait, il faut toujours être aligné avec ce qui te correspond pour ne pas te perdre. Voilà. Moi, personnellement, et chacune a ses croyances, moi je crois en Dieu et toujours en fait se référer à lui, en fait, toujours se référer à lui. Et le travail, ça c'est très important. Il faut toujours travailler. Et je suis business analyst et chef de projet en banque d'investissement. Alors, je me suis jamais considérée comme quelqu'un qui avait une vocation. Quand j'étais petite, je voyais le patinage artistique, je me disais ah, je serais patineuse. Et puis je regardais Whitney Houston par exemple à la télé, je me disais non, je ferais une superbe chanteuse. Donc j'ai chanté. Donc quand j'étais petite, je voulais même être princesse. Donc c'est pour dire, je n'avais pas forcément cette vocation que certaines personnes ont dès le départ. En tout cas, je le sentais pas comme tel. Et au fur et à mesure, en fait, en grandissant et en voyant en fait mon père qui travaillait, qui était directeur financier, c'est là que j'ai commencé à regarder le domaine de la finance. Et quand j'ai fini mes études, j'ai décidé que j'allais travailler à la bourse. Je me disais, je vais venir travailler à la bourse de Douala. Et c'est ça en fait qui a dirigé le reste de mes études. J'ai fait une série B, ce qu'on appelait à l'époque série B. Aujourd'hui, c'est économie et sociale. Je connais pas forcément la dénomination aujourd'hui, mais c'était la B. Et après ça, je suis allée à Lyon. Je suis allée à Lyon pour faire aussi économie et gestion à la fac. Donc j'ai eu un DUG en économie et gestion. Et ensuite, j'ai fait une licence en économie, histoire de l'économie. Donc tout ce qui est théorie économique, des Keynes et tout ça, bref, très occidental. Et dans cette année-là, je me suis rendu compte que je travaillais bien en statistique. Et en fait, après ça, j'ai refait une licence, mais plutôt en économétrie. Donc, c'est des statistiques appliquées à l'économie. Et c'est en master que je me suis spécialisée en finance de marché parce que j'avais le choix entre l'actuariat et la finance de marché. Et en fait, j'ai eu peur de l'actuariat parce que je me disais, wow, c'est compliqué. Donc, je suis allée en finance. Donc, je me suis spécialisée sur les opérations de marché, en fait. Donc, j'ai d'abord fait un stage, on dit post-master d'un an. C'était à la BNP. Et quand j'ai fini, en fait, ce stage-là, ça m'a permis de voir que par rapport à ma personnalité, j'étais plus à l'aise sur tout ce qui était gestion de projet. Et après, je me suis lancée à la recherche. Donc, ça a été envoyer des CV, passer des entretiens, jusqu'à ce que je trouve la société qui me convienne. Je pense que le premier obstacle que j'ai rencontré, c'est le fait d'être seule. Quand je dis seule, j'avais pas mes parents à côté, même si on pouvait se parler. À un moment, je pense que j'ai manqué, on va dire, de conseils de mes parents sur les choix professionnels que j'ai eu à faire. Et la deuxième partie, c'est que je n'ai pas assez profité, on va dire le challenge, que j'ai pas assez profité des personnes qui étaient plus expérimentées que moi, parce que j'étais un peu, on va dire, timide et recluse. Pourquoi je dis ça? Parce que le fait d'avoir des personnes plus expérimentées permet d'avancer professionnellement, de gravir les échelons. Et en fait, je n'ai pas su capitaliser sur les personnes qui étaient autour de moi parce que je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Voilà. Donc, j'ai 4 enfants et je suis maman solo. Et je partage justement cette aventure-là de maman solo. Comme je dis, j'avais pas prévu, mais voilà, je me retrouve à devoir élever ces enfants-là au moins à 80% seule. Et la première des stratégies, c'était de parler aux enfants. Donc, quand je me suis séparée, j'ai pris un temps pour expliquer aux enfants que notre routine, nos habitudes allaient devoir changer. On avait des habitudes qu'on va devoir réajuster parce que maintenant, c'est maman qui est là. On n'a plus le cadre habituel. Donc, la première des choses, c'était vraiment de parler aux enfants et de leur expliquer en fait en quoi il y allait avoir des changements. Ensuite, mon employeur, forcément, parce que il faut qu'ils comprennent que ma disponibilité ne sera plus forcément la même. Donc, ça a été de négocier du temps de télétravail parce que il va y avoir des fois où je vais devoir, par exemple, aller chercher les enfants un peu plus tôt. Donc, demander cette souplesse à mon employeur. Et maintenant, par rapport au quotidien, j'aime à dire que j'ai plusieurs journées dans une journée. Donc, dans ma tête, ma journée, elle est séquencée. Il y a le matin, par exemple, entre 7h et 9h, c'est le temps des enfants, par exemple, parce qu'il faut se préparer pour aller à l'école, il faut les déposer pour les plus petits. Et à partir de 9h jusqu'au soir, c'est le temps que j'accorde à mon employeur, en fait, le temps où je suis 100% avec lui. Et le soir, je reprends ma casquette de maman. Donc, je suis tout le temps en train de switcher de casquette. Et,
Et souvent, le soir ou le week-end, c'est là où je prends le temps pour mes activités, parce qu'on a différents rôles en fait à jouer dans une seule journée, mais aussi en fonction des saisons dans lesquelles on est, on va avoir différentes priorités. Je l'ai peut-être pas précisé, mais je sers aussi à l'église et ça aussi, ça me permet d'avoir un certain équilibre parce que ça me permet aussi de m'organiser parce que je sais que par exemple, si le dimanche je suis de service et que les enfants savent, le samedi, voilà, on va organiser, on va avoir des activités qui vont être différentes. Donc, il y a aucune casquette en fait que je laisse de côté. C'est juste qu'en fonction de la saison dans laquelle je vais être, je vais plus arborer une casquette qu'une autre. Donc, voilà comment j'arrive à faire mon. Des fois, on va chercher des sources d'inspiration loin, ce qui est bien, mais en fait, quand on regarde autour de nous, juste à côté de nous, en fait, il y a une maman qui nous a inspirés. Donc, j'ai beaucoup de modèles, mais il y a deux femmes en premier que je vais mettre en avant. Elles sont nombreuses, hein. Forcément, ça va être ma mère, Hildegarde Lobé, qui a été journaliste, Madame Catherine Dissake-Koum. Je suis obligée de les mettre en avant parce que, en fait, c'est des femmes qui ont construit qui je suis aujourd'hui. Et il y en a d'autres, hein, mais voilà, j'ai choisi ces deux-là. Parce que, en fait, c'est des femmes. Ma mère a été entourée de femmes de caractère et de femmes de valeur. Et jusqu'aujourd'hui, ces femmes-là, qui sont toujours, qui sont en santé par la grâce de Dieu, évidemment, elles sont là, elles continuent à me soutenir, en tout cas, dans les challenges que j'ai pu rencontrer et à être des piliers. Elles m'ont inspirée pour ne jamais lâcher, en fait, mes objectifs. Elles m'ont inspirée parce qu'elles m'ont toujours dit qu'on serait des grandes femmes. Et je me rappelle quand on jouait ensemble, elles nous disaient tout le temps, on serait, voilà. Elles nous permettaient de nous projeter parce que quand on les voyait, on arrivait à se projeter, à se dire, OK, si elles arrivent à faire ça, ça veut dire que nous, on va passer au moins au niveau supérieur. Et vraiment, ça a été crucial. Je ne peux pas citer tous les noms, mais beaucoup de femmes autour de moi l'ont été. Et si je dois citer peut-être une célébrité qui m'inspire pour moi aujourd'hui, c'est Madame Rebecca Hénonchon. Bijou, voilà, tu as la jeune fille de 15 ans en fait. Ce qu'on va lui demander, c'est ses études. Parce que finalement, c'est important. Alors, ses études, sa passion, mais c'est se focaliser sur ce qui va la construire plus tard. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, au-delà de jouer, j'ai commencé par jouer et vivre parce qu'en fait, à 15 ans, on est encore jeune, à 15 ans, on a encore plein de choses à découvrir, mais il faut pas oublier sa colonne vertébrale. Si aujourd'hui, je suis là, je suis debout, c'est parce que j'ai eu, en tout cas, la capacité, l'opportunité de poursuivre mes études sans trop être distraite et d'arriver au point où aujourd'hui je suis indépendante et ça c'est important et ça se construit dès le bas âge, dès très jeune. Donc vraiment ces deux choses, vis ta vie d'ado, mais concentre-toi sur tes études, c'est très très important. C'est très très important. Tu es jeune, tu es belle. En fait, 25 ans, c'est le début. Et même si tu as l'impression que tu t'es trompée, en fait, tu ne t'es pas trompée. C'est ton chemin de vie. Par contre, une fois que tu te relèves, n'hésite pas à demander. Ça, c'est la première chose que je dis toujours, c'est demande conseil. Tu as des grandes sœurs, voilà, tu as des personnes autour de toi qui peuvent t'accompagner. Et deux, ne te précipite pas. Ne te précipite pas. Tu es encore jeune, tu as le temps. Que ce soit professionnellement, que ce soit personnellement, prends le temps de regarder et de faire les choix qui sont en adéquation avec toi et tes valeurs. Ça, c'est hyper important. J'estime qu'en fait, il faut toujours être aligné avec ce qui te correspond pour ne pas te perdre. Voilà. J'aimerais en fait que les filles, en tout cas que les jeunes filles, que les jeunes femmes, que les dames soient fières et dignes d'elles parce que il y a pas un seul chemin de vie. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas le même itinéraire, ok? Mais quel que soit notre itinéraire, il faut toujours qu'on soit fier, qu'on soit, quand je dis fier, c'est fier, honnête, qu'on ait des valeurs. Et quand je parle de valeurs, voilà, je disais tout à l'heure, je parle de l'honnêteté, je parle de la dignité, je parle de ses croyances. Moi, personnellement, et chacune a ses croyances, moi je crois en Dieu et toujours en fait se référer à lui en fait, toujours se référer à lui parce que quoi qu'il arrive, quelle que soit la chose en fait qu'on va faire, c'est lui qui a toujours le dernier mot. Et ça c'est vraiment la chose
que je vois au travers de ma vie. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, même si à 25 ans, tu as l'impression que tu as fait des erreurs, retourne à lui. Et tu vas comprendre en fait que ces erreurs-là, c'était pour te forger. Donc, la dignité, l'honnêteté et le travail, ça c'est très important. Il faut toujours, toujours travailler. Peu importe en fait le temps que ça va prendre, en fait, il faut travailler et assurément, à la fin, il y aura les fruits. Dernièrement, j'ai lancé le Mardi Femme où je prends le temps d'encourager en tout cas les jeunes femmes, et pas seulement les jeunes femmes, mais aussi mes contemporaines, sont donc les femmes de mon âge, à quelques minutes de réflexion dans la journée, comment on va impacter justement notre environnement, comment on va impacter les jeunes filles. Et j'espère que justement avec ce type de plateforme, on pourra en tout cas apporter une voix, apporter une vision différente à ce qu'est la jeune fille, à lui permettre de se projeter. Nous, à notre époque, on n'avait pas forcément cette plateforme-là. Donc, je suis contente de pouvoir justement apporter ma pierre à l'édifice pour que ces jeunes femmes-là, en voyant les grandes sœurs, en voyant les tatas, en voyant même leurs sœurs, voilà, qu'elles puissent se dire, OK, il y a des alternatives, je peux y arriver. Alors là, professionnellement, comme je disais tout à l'heure, le fait de ne pas avoir profité des personnes qui étaient déjà là pour savoir comment grandir professionnellement. Quand je parle de grandir professionnellement, c'est vraiment gravir les échelons de la hiérarchie. C'est vrai que ça m'a manqué. Donc, il est arrivé des moments où je suis restée à un même poste sans me demander ou sans demander à aller à un poste supérieur alors que j'en avais les capacités. C'est voilà, c'est un regret, mais c'est aussi quelque chose que j'ai appris et que j'applique justement aujourd'hui aux personnes que j'ai l'opportunité de manager, en leur apprenant comment demander et comment avancer. Ça, c'est une chose. Maintenant, personnellement, je pense que mon mariage, j'aurais aimé avoir, on va dire, une autre approche en fait, une autre vision avant peut-être de me marier. Voilà. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Il faut donner, il faut donner, il faut être présent pour les gens. Et en fait, aujourd'hui, on est dans une société où finalement les gens ne... En fait, quand ils donnent, ils attendent un retour immédiat. Et en réalité, le fait de donner aura toujours, toujours une conséquence, même lorsqu'on ne s'attend pas, et surtout dans des endroits où on ne s'attend pas.